Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Fanny. Et Anna. J'allais oublier comment on s'appelait. Et on va aujourd'hui consacrer un épisode à l'œuvre la plus ancienne qu'on ait jamais abordée, en tout cas dans un épisode gros plan, parce que on avait parlé de certaines opérettes du 19e siècle avec nos invités dans l'épisode dédié à l'opérette. Mais là, on remonte quand même en 1925. Donc ça date d'il y a plus d'un siècle. Pourquoi on vous parler de cette pièce qui s'appelle Nono Nanette? C'est parce qu'on a vu récemment une nouvelle version à Paris, et donc on va vous en parler, mais ne nous en avançons pas trop. Oui, une version parisienne qui s'est jouée 100 ans, je crois presque exactement, après sa première création à Paris, donc on y reviendra, mais une œuvre extrêmement ancienne, effectivement. On parle aussi pas mal de patrimoine à l'antenne de All That Jazz. Nono Nanette, de quoi ça parle, cette comédie musicale que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous avez sans doute entendu quelques chansons? On y reviendra. Donc, Nono Nanette, c'est l'histoire de Jimmy Smith, éditeur de Bible millionnaire, qui est marié à Sue, une femme excessivement économe. Donc, comme sa femme n'est pas dépensière, contrairement à l'ensemble des femmes, c'est quand même l'idée, c'est que c'est atypique qu'elle soit économe. Eh bien, Jim dispose de revenus confortables et comme il aime faire plaisir aux autres grâce à son argent, ce cher philanthrope de Jimmy, eh bien, il est secrètement devenu le bienfaiteur de 3 jeunes femmes, comme par hasard. Mais cette histoire n'est pas la seule qui va nous occuper. Nous avons tout un tas de protagonistes, en réalité, dans Nono Nanette. On a la meilleure amie de Sue, Lucille, qui elle est mariée à Billy, qui est avocat et ami de Jimmy. Et nous avons par ailleurs Nanette, qui est la nièce de Jimmy et Sue, et qui est sous leur tutelle. Elle a de nombreux prétendants, parmi lesquels Tom Trainor, qui est le neveu et assistant de Billy, et qui trouve finalement le courage d'avouer son amour à Nanette. Il rêve de se marier au plus vite, mais Nanette veut d'abord profiter de la vie. Et pendant ce temps, les 3 jeunes amis de Jimmy lui font du chantage, et il a peur que Sue découvre ce qu'il a fait, c'est-à-dire les entretenir en cachette. Donc vous comprenez plusieurs histoires intriquées qui tournent essentiellement autour de questions de cachotterie, de marivaudage, voilà. Une intrigue très légère qui caractérise bien cette pièce. Tout à fait. On a oublié de préciser que donc le titre Nono Nanette, c'est aussi le titre d'une chanson dans la comédie musicale. Et ça fait référence au fait que la pauvre Nanette, on lui dit toujours non à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, on lui dit non parce que voilà, elle est encore jeune et elle peut pas décider tout pour elle-même. Donc c'est aussi ce portrait de cette jeune femme qui veut s'émanciper. Et aussi, on est dans un contexte donc du début des années 20 où voilà les jeunes femmes commencent à s'émanciper, mais Nanette aussi, parce qu'elle est dans cette famille quand même assez conservatrice, n'a pas accès à cette émancipation-là. Exactement. On va y revenir. Alors maintenant, parlons du début de ce spectacle, comment il a démarré. En fait, il est adapté à l'origine d'une pièce de 1919 qui s'appelle My Lady Friends de Frank Mandel. Le livret de la comédie musicale va être écrit par Frank Mandel, coécrit, puisqu'il va l'écrire avec Otto Harbach, qui était un librettiste et parolier assez expérimenté. Il était auteur depuis déjà longtemps, depuis 1907, pour le théâtre. Comme parolier, il a écrit des chansons assez connues comme I Won't Dance, Smoke Gets in Your Eyes ou encore Cuddle Up a Little Closer, Lovely Mine. Alors, Cuddle Up a Little Closer, je me suis souvenu que c'était une chanson qu'on entendait dans Tout le monde dit I Love You. C'est là où je l'ai découvert. Et ça me fait à chaque fois penser combien Tout le monde dit I Love You va vraiment piocher à la fois dans les titres les plus anciens et pas forcément les plus connus de ce fameux Great American Songbook. Se référer à notre épisode, tourmenté autour de Tout le monde dit I Love You, qui reste malgré tout un film marquant de notre histoire personnelle à toutes les deux, moi en tout cas. La musique est composée par Vincent Youmans. C'est comme ça qu'on prononce. J'étais pas sûre de Laurent Vallière. Youmans, je ne sais pas. Je sais pas. Alors Youmans, il a un parcours assez atypique parce que il commence sa carrière professionnelle dans la marine et s'intéresse au théâtre quand il produit des spectacles pour les troupes. Et ça m'a fait penser à Busby Berkeley, qui s'était aussi entraîné en chorégraphiant des régiments avant de chorégraphier des chorus girls.
Et ensuite, je pense après la guerre, il travaille avec les plus grands paroliers de son époque dans les années 20, donc Hammerstein, Gershwin, et il a aussi écrit pour Hollywood. Il compose notamment la musique de Flying Down to Rio, qui est, on vous le rappelle, le premier film de Fred Astaire et Ginger Rogers, et notamment la fameuse Carioca. Et oui, que vous connaissez à cause de La Cité de la Peur, mais qui vient de ce film. Quant aux paroles de Nono Nanette, elles ont été écrites par Irving César, parolier qui a fait des chansons assez connues comme Swanee ou encore Just a Gigolo. Le spectacle se monte d'abord à Détroit en avril 1924, mais ne rencontre pas le succès. Et alors à ce moment-là, le producteur H.H. Frazee prend en charge la mise en scène, et il fait beaucoup de changements. Il change la plupart du cast et il demande à Youmans et César d'écrire 2 tubes supplémentaires. Ce sera les chansons Tea for Two et I Want to Be Happy, qui seront finalement les 2 chansons les plus connues du show. C'est rigolo, j'ai l'impression que c'est souvent ça dans le développement des productions, que les chansons les plus emblématiques et à succès des œuvres sont rajoutées en cours de route. Il me semble qu'on avait dit un peu la même chose pour Hello Dolly, qui arrivait assez tardivement. Oui, et Gypsy aussi, non? Il y a pas un... Oui, et Gypsy, ouais. Quand Nono Nanette arrive, donc, avec tous ces changements à Chicago, eh bien c'est un succès. Ça va rester 1 an à l'affiche. Et apparemment, quand finalement il ouvre à New York en septembre 1925 au Globe Theatre, les chansons les plus célèbres sont déjà des tubes à travers toute l'Amérique. Oui, et en plus, il y a déjà en fait une troupe qui est en tournée depuis janvier 1925, et aussi une autre troupe à Londres depuis 6 mois. Donc avant d'arriver à Broadway, la pièce a déjà essaimé dans pas mal d'endroits. Il se joue à New York pour 321 représentations. Et il me semble avoir compris aussi que la version française dont on va parler tout à l'heure datait à peu près de cette même époque-là. Qu'il était prévu que ça ouvre internationalement, à la fois à Londres et à Paris en même temps. Bon, finalement, ça a été un tout petit peu plus tard à Paris, mais c'est rigolo de se dire qu'il y avait cette vision internationale, finalement, d'exploitation dès les tout débuts de la production. Quelques mots des grandes caractéristiques de cette œuvre. Finalement, on avait déjà commencé un petit peu à le dire quand on a parlé de l'intrigue. C'est une œuvre assez emblématique de son époque, c'est-à-dire le milieu des années 20, avec un livret, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui se suit. C'est pas une succession de numéros comme un spectacle de vaudeville ou une revue. On a vraiment une histoire au long cours. Mais on est quand même avant ce qu'on avait appelé la révolution showboat, dont on a parlé dans notre épisode dédié. C'est-à-dire où les livrets prennent vraiment de l'épaisseur et commencent à aborder des sujets, sinon graves, en tout cas des sujets qui ont un peu de corps. Là, on est face à une intrigue, tout ce qu'il y a de plus légère. C'est vrai, mais ça m'a frappé, on est quand même sur quelque chose de très structuré, avec des personnages clairement définis, une intrigue qui se suit, des sous-intrigues qui vont se croiser, etc. Enfin, il y a vraiment une écriture presque scénaristique assez ciselée. Mais comme tu l'as dit, voilà, sur un sujet très léger, ce qu'on appellerait en France une comédie de boulevard, peut-être. Oui, il y en a beaucoup qui comparent cette œuvre à du théâtre de Feydeau. Enfin, on est vraiment sur tout ce qui fait que je n'aime pas peut-être ce genre de théâtre. On est presque dans une farce parfois. On a du chantage, du marivaudage, moult quiproquos, bref. Donc la pièce va traiter de questions d'amour et d'argent aussi, de manière satirique. On est dans une période qu'on a appelée rétrospectivement les années folles, ou en anglais les Roaring Twenties, donc c'est la période entre la fin de la Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929. Et c'est une période qui est caractérisée par une forme d'optimisme, une certaine prospérité aussi économique, les débuts de la société de consommation, et aussi une forte ébullition artistique. Et aussi, comme on le disait, une certaine libération des mœurs, une certaine libération des femmes, et ça colle bien aux aspirations d'émancipation des personnages comme Nanette. Oui, et ça m'a frappé aussi qu'il y a beaucoup de personnages féminins, finalement, dans la pièce. Il y a Nanette, il y a sa tante Sue, il y a Lucille, la meilleure amie, il y a aussi Pauline, on en a pas parlé, qui est la domestique, qui a un rôle quand même, finalement, assez important. Et il y a bien sûr les 3 jeunes femmes un petit peu frivoles et délurées. Je sais pas à quel point c'était fréquent à l'époque, mais ça m'a frappé à quel point il y a beaucoup de protagonistes féminines. On l'a dit, c'est un succès. Nono Nanette, eh bien, ça va déclencher une avalanche de suites, puisque cette volonté des producteurs à capitaliser sur les bons filons ne date pas du tout de l'émergence du modèle de la franchise
dans les années 80. Non. Déjà dans les années 20, on veut user les bonnes recettes jusqu'à la corde. Mais oui, alors c'est très étonnant parce que j'ai découvert l'existence dès 1925, donc avant même que Nono Nanette ne joue à Broadway, d'un film muet parodique qui s'appelle Yes Yes Nanette. Donc ça veut dire que la pièce était déjà assez connue pour qu'un film détourne son titre. C'est très étonnant. C'est un film qui est co-réalisé par Stan Laurel, donc le fameux Stan Laurel du duo Laurel et Hardy. Oliver Hardy apparaît également dans le film. C'est produit par Al Roach, qui est le producteur de comédie à l'époque, qui produisait les films de Laurel et Hardy, et ceux de Harold Lloyd notamment. Alors j'ai regardé ce court-métrage, on pourra vous mettre le lien sur notre site internet. J'ai rien compris, j'ai trouvé ça pas très drôle et j'ai pas vu le rapport avec Nono Nanette, à part que l'héroïne s'appelle Nanette, mais sinon... Bon, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'histoire de Nanette qui revient dans sa famille avec l'homme qu'elle vient d'épouser, qui s'appelle apparemment Hillary, ça je l'ai vu sur Wikipédia. Et tout le monde se moque de ce fameux Hillary, essentiellement pour des raisons liées à son physique d'ailleurs, parce qu'ils disent au début qu'il est super moche, et puis il a une perruque, voilà, donc c'est source de moquerie. Et c'est effectivement très très peu drôle. Je pense qu'on est trop éloigné de ça pour comprendre en fait l'humour et pour comprendre aussi à quoi ça fait référence. Peut-être que c'est aussi un pastiche des comédies théâtrales de l'époque. Enfin, j'ai pas trop saisi. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le chien, qui est trop mignon et qui est joué par Pete the Pup, qui était une star de film de l'époque. Moi, j'ai juste été étonnée de voir quelqu'un chanter dans un film muet. C'est le fameux Hillary, à un moment donné, il se met à chanter près d'un piano, voilà, il lit une partition et il chante, et du coup, sur les intertitres, on a des petites notes de musique. J'avais jamais vu ça. Bon, j'ai vu assez peu de muets en général, mais... Et je me suis demandé si c'est une convention courante à l'époque du muet, comme sur les sous-titres, par exemple, pour sourds et malentendants aujourd'hui, ou quand il y a de la musique, on met des petites notes, voilà. C'était ma seule remarque sur ce film. Autre, on va dire, production qui se fait suite au succès de Nono Nanette, c'est bien sûr le producteur de Nono Nanette, il veut pas s'arrêter là, notre ami H.H. Frazee, puisqu'il va produire ensuite Yes Yes Yvette, lol. C'est une sorte de suite avec une grande partie de l'équipe et du cast de Chicago, pas de Broadway, qui revient. Ça va avoir ce Yes Yes Yvette un bon succès à Chicago à partir de décembre 1926, mais ça ouvre en octobre 27 à Broadway, et là pour le coup le résultat est plutôt bof, ça reste à l'affiche seulement un mois. À noter, dans le rôle titre donc de Yvette, la future star de cinéma, Jeanette MacDonald. Oui, cette avalanche donc de suites, ou en tout cas de dérivés, là encore c'est bien un signe de l'ampleur tout simplement du phénomène qui était Nono Nanette. Je voulais faire une petite parenthèse sur la raison pour laquelle l'une des chansons de Nono Nanette est très connue en France. C'est la chanson Tea for two and two for tea, qui est célèbre en France grâce notamment au film La Grande Vadrouille de 1966, où en fait la chanson sert de signal de reconnaissance aux personnages de Louis de Funès et de Bourvil qui ont rendez-vous dans un hammam, si vous vous souvenez de cette scène. Et alors j'ai retrouvé une petite anecdote que j'ai bien aimée, racontée par Daniel Thompson, qui était la co-scénariste du film avec son père Gérard Houry, qui était le réalisateur, et Marcel Julian, et elle raconte qu'ils ont fait une virée tous les trois pendant l'écriture du film. Je cite. « Et tout l'après-midi, on avait planché sur la musique de ralliement des aviateurs pour se retrouver à Paris. Je m'en souviens parce que justement, vivant aux États-Unis, j'avais une connaissance de cette comédie musicale qui s'appelait Nono Nanette. Et dans Nono Nanette, il y avait cette chanson Tea for two, you for me for you, etc. Donc je suggère cette musique-là, je la chante vaguement parce qu'à l'époque on n'a pas internet, on n'a pas YouTube où on peut tout à coup entendre la musique. Donc je leur chante la chanson et puis ils disent « Ah, c'est une bonne idée, tout ça. » Donc très bien. Et puis nous voilà partis en voiture tous les trois. On arrive dans ce restaurant, on descend l'escalier, il y avait un piano dans le restaurant, et là, au moment où on arrive, tout à coup on entend « Tea for two ». On s'est regardés tous les trois, on a eu des frissons, on s'est dit « Tiens, peut-être quand même que ce film va marcher ». Donc c'était un moment qui nous a toujours fait rire plus tard, parce que vraiment c'était très très curieux, parce que ce n'était pas une chanson très connue. Voilà pour l'anecdote. Ouais, c'est rigolo en effet. Par contre, ça ne nous explique pas comment, dans la diégèse du film, les acteurs ils connaissent cette chanson. Enfin, les personnages connaissent cette chanson. J'avoue, je sais plus. Je m'en souviens pas du tout. Bref. Regardez La Grande Vadrouille, si jamais, et dites-nous. Alors, eh bien justement, en France, quelle était la notoriété de Nono Nanette ? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, étonnamment, la pièce s'est jouée très tôt en réalité. C'est pas une rareté américaine qu'on a redécouvert sur le tard. Elle s'est exportée dès sa première création.
C'est d'ailleurs pas la seule pièce qui a connu cette fortune-là, hein. On se souvient que Showboat, justement, dont on parlait tout à l'heure, avait aussi été exploité. Dès 2 ans après son ouverture états-unienne, il s'était joué au Théâtre du Châtelet. Pour en revenir à Nono Nanette, donc ici c'est à Mogador. Comme quoi aussi les théâtres qui produisent du théâtre musical encore aujourd'hui en produisent depuis longtemps. Nono Nanette s'est joué à Paris à partir du 29 avril 1926 au Théâtre Mogador et l'adaptation française est signée de Paul Colline. Alors dans le rôle principal, il y avait Loulou Ego-Buru, qui était une star de l'époque connue comme meneuse de revue. Le spectacle est un succès, il se joue aussi au Théâtre des Variétés de Marseille fin 1926 et il est également repris à Mogador en 1930 puis en 1935. Donc ce succès de Nono Nanette auprès du public français, il est peut-être aussi à mettre en relation déjà avec la tradition française du théâtre de boulevard qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à la tradition de l'opérette avec sa légèreté, alors même si on va dire dans le registre musical on n'est pas dans le même registre, il y a aussi une tradition de l'opérette à la française qui n'est pas sans lien avec Nono Nanette et qui peut peut-être expliquer son succès. On avait d'ailleurs aussi, dès les années 1920, des tentatives de comédie musicale à la française. On pense à la comédie musicale Tabouche dès 1922, qui prenait vraiment la suite de cette tradition de l'opérette d'Offenbach. Donc effectivement, grand succès, 1938, reprise au Théâtre de la Porte Saint-Martin cette fois-ci, avec encore Loulou Ego-Buru dans le rôle principal. En 1946, une nouvelle reprise au Théâtre Mogador. En 1965, une nouvelle reprise au Théâtre Mogador. Bon, après, ils ont arrêté de la faire, malheureusement. Ça s'est un petit peu perdu, on va dire, dans la deuxième moitié du XXe siècle en France. Mais à noter une production qui a eu lieu à Lille en 2009, version française adaptée par Michel de Carol, où il y avait notamment Christine Bonnard, qu'on connaît bien, qu'on a vu sur scène dans Mamma Mia, dans Les Misérables, qui jouait le rôle de Sue. Ah je demande à voir, ça doit être pas mal avec... Ouais. Enfin, elle dans ce rôle-là, je trouve que ça colle bien. Ouais. Carrément. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est qu'on a quand même une œuvre qui est relativement connue en France, qui s'est jouée plusieurs fois au fil des années. Mais revenons-en à l'histoire de l'œuvre à Broadway, parce que Nono Nanette a connu de nombreux revivals, et parmi ceux-ci, le revival de 1971. Alors, celui-là, il est vraiment très important. L'idée, c'est quand même de moderniser, de retravailler l'œuvre originelle. Le livret est d'abord retravaillé par Charlie Gaynor, mais son travail ne satisfait pas la production, et arrive alors Burt Chevlove, dont on a déjà parlé dans le podcast, puisque c'est notamment le librettiste de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Là encore, vous reportez à l'épisode consacré à cette œuvre. Burt Chevlove, il va réécrire de manière importante la pièce, et assurer aussi la mise en scène. Alors, là, on arrive à un point où c'est dur de trouver des informations précises, je trouve, sur les différences entre les deux versions. C'est pas sur Wikipédia. J'ai trouvé des articles qui essayaient de l'expliquer, mais c'était vague. En fait, ce qui se passe, c'est que la version de 1971 est devenue, en fait, la version de référence et a un petit peu effacé ce qu'était exactement, en termes d'intrigue et en termes aussi de numéros musicaux, la version de 1925. Vraiment, c'est 71 qui maintenant est devenue la version de Nono Nanette que tout le monde joue, en fait. Et on avait vu que ce cas de figure existe de manière assez fréquente sur certaines comédies musicales. On avait dit la même chose par exemple de Cabaret qui aussi, j'ai plus la date en tête du revival, mais c'était des années 90, et établit une sorte de version de référence. Oui, et Chicago aussi. Pour Chicago, le coup, c'est pas la version 75 qui est la plus jouée, c'est vraiment celle du revival. Donc c'est effectivement fréquent, mais là je trouve que de ce fait on trouve pas beaucoup d'informations précises sur la version de 25 en fait. Mais voilà, dans ce que j'ai trouvé, il semble quand même que la version de 71 est un peu effacée, un côté osé de la pièce originelle. On est en 25, c'est une période où on parle en fait un peu plus librement de sexualité que ça a été le cas dans les années après, comme au cinéma quand il y a eu le Code Ace, etc. Donc voilà, il y avait un côté assez audacieux de la version de 25, qui a été un petit peu effacé en 71, aussi tout un commentaire sur la société américaine, qui était sûrement très pertinent en 25, que sans doute en 71 on se dit que c'était d'autres choses qu'il fallait parler. Et cette version de Burt Chevlove de 71 va pour le coup plutôt se concentrer sur l'aspect nostalgique et l'aspect léger de Nono Nanette. Oui, sans doute que dans les années 1970, c'est plus facile de convoquer les années 1920 simplement pour leur imaginaire spectaculaire fantasmé. Justement, c'est cette période rétrospective, comme tu l'as dit tout à l'heure, des années folles. C'est cet imaginaire-là qui va être convoqué pour le spectateur.
plutôt que voilà une description sociétale minutieuse de par exemple l'état des lieux, l'émancipation féminine à cette époque-là. Je pense que c'est aussi plus facile tout simplement d'un point de vue spectaculaire. Et c'est donc venu, on va dire, une super production, avec de grandes orchestrations et de nombreux passages dansés, notamment de claquettes. Je me suis demandé si le film de 1950, dont on parlera tout à l'heure, pouvait avoir eu une influence sur cette importance de la danse dans les productions ultérieures. Tu sais, ces occurrences où voilà, le cinéma va influencer les revivals des pièces. Mais bon, c'est vraiment juste une idée en l'air parce que là, dans le film de 1950 dont on parlera tout à l'heure, on n'est pas tout à fait dans le cas d'une adaptation de la pièce originelle. Mais bref, voilà. Je me suis demandé si la place de la danse pouvait s'expliquer par cela ou pas. Mais je n'ai absolument aucune réponse. En tout cas, on reparle du film un peu plus tard. Au niveau des musiques, 5 chansons de l'original sont coupées, dont le numéro d'ouverture, donc de la version de 25, Flappers Are We, qui était une chanson qui faisait allusion aux Flappers, ces jeunes femmes garçonnes du début des années 20. Voilà, typiquement le genre de truc peut-être trop référencé, qui donc a été coupé. Et il y a aussi 2 chansons du personnage de la domestique, Pauline, qui ont été coupées à cette occasion, et 3 ont été ajoutées. À noter que Busby Berkeley, là aussi vous reportez à l'épisode consacré à ce grand homme de la comédie musicale, qui approchait de la fin de sa carrière, a participé à la production, même si sa contribution semble ne pas avoir été énorme. J'ai retrouvé un article de 1970 du New York Times où il est annoncé comme futur metteur en scène, mais finalement ça n'a pas été le cas. Sur IMDb, The Internet Broadway Database, il est noté Production Supervised by Busby Berkeley, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, apparemment, il était vraiment très fatigué pendant le développement de la pièce, il est tombé plusieurs fois, il s'est évanoui, au point que ça aurait causé les producteurs à trouver un autre metteur en scène et un autre chorégraphe, et aussi à revoir son pourcentage à la baisse. Donc voilà, Busby était peut-être présent en termes d'autorité tutélaire, mais il a peut-être pas été très actif sur les choix créatifs. Mais a priori, c'est quand même lui qui a favorisé le recrutement de Ruby Keeler, la star des années 30, qui a aussi joué dans plusieurs films de Busby Berkeley, qui a alors 60 ans et sort de sa retraite pour l'occasion pour jouer le rôle de Sue. Alors si Busby Berkeley a, malgré tout, semble-t-il, avec joie, participé au projet, Ruby Keeler, elle, n'était vraiment pas partante et a dû être convaincue. Et pour la convaincre, les producteurs ont proposé à sa fille un rôle dans l'ensemble, du vrai népotisme, comme on les aime, mais la jeune femme a refusé. Et du coup, ils sont revenus à la charge en proposant à son fils, cette fois, d'être régisseur et à sa sœur, donc d'être simplement soutien moral. Et cette fois, ils ont accepté. Donc Ruby Keeler y a participé. À noter également qu'on a dans le rôle de Jimmy un autre vétéran de l'âge d'or qui s'appelle Bobby Van, voilà, acteur-chanteur assez connu des années 40-50, qui apparaît notamment dans Kiss Me Kate, le film de George Sidney pour la MGM. Produite pour $600 000, Nono Nanette, nouvelle version, reste à Broadway pendant 861 représentations. Donc c'est plus du double de la durée du run original. Et cette production de 71, elle est nommée dans 6 catégories pour les Tony Awards et remporte 4 Tony. Celui de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour Helen Gallagher, dans le rôle de Lucille, du meilleur second rôle féminin dans une comédie musicale pour Patsy Kelly, dans le rôle de Pauline, des meilleurs costumes et des meilleures chorégraphies. Et alors ça ne remporte pas le Tony du meilleur revival, mais pour la bonne et simple raison que cette catégorie n'a été créée qu'en 1977. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être en partie le succès de ce revival de Nono Nanette qui fait que cette catégorie meilleur revival a été créée en 77. Parce que, en fait, ce Nono Nanette va lancer une mode de revival à Broadway dans les années 70. Pour vous donner des chiffres, au cours des 20 années précédant la reprise de Nono Nanette en 71, il y a eu 11 revivals de comédie musicale, alors que dans les 20 années qui vont suivre, il y en aura 75. Donc on voit vraiment qu'il y a une explosion. La première pièce qui obtient ce Tony du meilleur revival, par exemple, c'est Porgy and Bess, mais voilà, il y a plein de revivals de pièces plus ou moins anciennes. Je crois que dans les années 70, il y a aussi My Fair Lady qui revient. Enfin, il y a voilà, tout un phénomène du revival qui démarre dans les années 70 et qui n'est toujours pas fini de nos jours, parce qu'il y a régulièrement des revivals à Broadway, bien évidemment. À noter donc cette pièce, voilà, elle est plus accessible que les anciennes versions, et donc vous pouvez écouter l'enregistrement de cette version de 71 sur les plateformes d'écoute. C'est évidemment, comme on l'a dit, un succès. La production arrive sur le West End en 73.
Dans cette production, on trouve notamment Anna Neagle. Et ce qui est amusant, c'est que Anna Neagle, elle jouait Nanette dans la version film de 1940. Parce que vous allez le voir, on va revenir sur les films. Il y a 2 films, enfin il y en a 3, mais bref, on va vous expliquer. Et donc voilà, Anna Neagle réapparaît 33 ans plus tard pour retrouver Nono Nanette. J'ai également trouvé trace de Sid Charisse dans un revival australien de 72 dans le rôle de Sue. J'étais assez surprise, mais voilà. Ça, c'est quand même surprenant, effectivement. Ouais, j'ai vu le programme et tout. Enfin, c'était mentionné dans un bouquin et j'ai retrouvé le programme sur Internet, donc je pense que c'est vrai, mais... Ah, je serais très curieuse de voir Sid Charisse dans ce registre quand même assez comédie, quoi. Ouais. À noter un autre revival des décennies plus tard, en 97, au Paper Mill Playhouse, avec, dans le rôle de Jimmy, Eddie Bracken, qu'avec Fanny on connaît parce qu'il joue le fiancé un peu neuneux là, de Judy Garland dans, dans Summer Stock. Oui, ok. En 1950, donc voilà, ça m'a amusé de voir son nom, et je l'ai reconnu, hein, il est beaucoup plus vieux bien sûr, mais j'ai vu des photos de ce revival, et on le reconnaît bien, en Jimmy. Et dans le rôle de Sue, on a Helen Gallagher, qui jouait Lucille en 71, et qui donc là joue un personnage un petit peu plus âgé dans cette version de 97. Et donc, on voulait aussi vous parler, bien évidemment, hein, c'est de toute façon ce qui a motivé cet épisode, la version qui s'est jouée tout récemment à Paris de Nono Nanette, donc une version des frivolités parisiennes. Alors, les frivolités parisiennes, c'est une compagnie d'opéra qui a été créée par les musiciens Benjamin Elharby et Mathieu Frano en 2012. C'est une compagnie qui est à l'origine spécialisée dans le répertoire lyrique léger français des 19e et 20e siècles, donc d'abord opéra comique et opéra bouffe, mais aussi comédie musicale, moyen spectacle que j'aurais toujours aimé voir mais que je n'ai jamais vu, qui est Cole Porter in Paris. Je sais pas si tu l'avais vu, non, ça à l'époque. Non, pas vu non plus, ouais. Mais je vois que des fois il se rejoue et je me dis il faudrait vraiment que je saisisse l'occasion de le voir, mais moi j'avoue que c'était surtout pour ce spectacle-là que je les connaissais, mais en 2026, il nous offre une nouvelle production de Nono Nanette. Et alors, cette version des frivolités, qu'on a vue au Théâtre de l'Athénée à Paris fin mars 2026, c'est une adaptation française de cette fameuse version retravaillée de 1971. La traduction est de Christophe Mirambeau et j'ai vu que Christophe Mirambeau, bon, il a fait diverses choses, il n'a pas fait que l'adaptation, mais il avait notamment adapté la comédie musicale Nonsense, une comédie musicale de Dan Gauguin de 1985, dont j'ignorais même qu'il y avait une version française. Mais si, en cours de comédie musicale, je crois qu'on a déjà entendu des personnes chanter l'adaptation française. J'allais te dire que moi je l'ai chanté, mais il me semblait que je l'avais chanté en anglais. Alors... I Wanna Be a Star, là. Je me rappelle très bien. Je connais cette comédie musicale que parce que j'ai chanté cette chanson. Mais il me semble que je l'ai chantée en anglais. Toi, oui, mais il me semble avoir déjà entendu quelqu'un d'autre la chanter dans la version française. Il me semble. Ok, d'accord. Cette production de 2026 a une mise en scène signée d'Emily Wilson et de Josh Uben. En termes de cast, eh bien, on a beaucoup de visages familiers dans ce cast de Nono Nanette à l'Athénée, enfin, qui a été produit d'ailleurs par l'Opéra de Reims. J'ai voulu retrouver la prod, mais je pense que c'est une coprod entre différentes structures. Mais nous, donc, on l'a vu à l'Athénée, et dans le cast, donc je disais, de grands noms de la comédie musicale française contemporaine, hein, beaucoup de personnes qu'on a déjà vues et admirées et aimées dans d'autres productions qui se sont jouées ces dernières années. Oui, alors dans le rôle titre, on a Marion Préité, hein, une superbe interprète qu'on a vue et aimée dans beaucoup de pièces, notamment dans Comédien il y a quelques années, récemment dans la version là, de Compagnie qu'on a adorée. Donc elle est magnifique. Lauren Van Kampen également, qu'on connaît bien, qu'on a vu notamment en Dame du Lac dans Spamalot. Elle joue le rôle de Lucille. Dans le rôle de Jimmy, c'est Arnaud Masclé, qui est aussi un comédien qu'on a pas mal vu, hein, puisqu'on l'a vu dans Spamalot, dans Les Misérables ou encore dans Toujours Compagnie. Les autres comédiens et comédiennes semblent peut-être venir, je dis peut-être une bêtise, mais plutôt à l'origine du registre opérette, lyrique, etc. Puisque c'est des comédiens et comédiennes que je connais pas spécialement pour des comédies musicales qu'ils auraient fait, mais je vais quand même les mentionner parce qu'ils sont tous très bien. Caroline Roeland dans le rôle de Sue, Loai Raman dans le rôle de Tom, Ronan Debois en Billy, Véronique Atta, Maeva Simonet et June Van Der Esch qui jouent le rôle des 3 jeunes femmes qui sont très marrantes. Et enfin, Marie-Elisabeth Cornet, dans le rôle de Pauline, donc la fameuse domestique.
Alors tous ces interprètes sont vraiment super talentueux, hein. Je pense que c'est vraiment ce qui nous a conquis en premier lieu dans cette pièce. Et je voulais aussi mentionner les décors et les costumes d'Oria Pupo, qui étaient particulièrement réussis et qui donnent vraiment au spectacle un cachet particulier. La scénographie, parce qu'elle est aussi responsable de la scénographie, est particulièrement ingénieuse. Il y a tout un système en fait de motifs géométriques abstraits qui sont portés par les danseurs de l'ensemble et qui recomposent un peu les espaces entre les scènes. Au micro de Laurent Vallière, les metteurs en scène, notamment Josh Uben, évoquaient l'idée d'une boîte à hamster recomposée en permanence et dans lequel évoluaient les personnages, et je trouvais l'idée intéressante. Et puis voilà, ça donne aussi une touche tout simplement aussi très colorée et assez moderne à une comédie musicale qui, jouée de façon plus figurative, pourrait vraiment encore plus souffrir de son âge, si on peut dire. Les costumes aussi m'ont marqué parce qu'ils étaient vraiment très nombreux. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de changements de costumes, surtout d'ailleurs encore pour les personnes de l'ensemble. Et je me souviens en particulier de la scène à la plage, quand ils arrivent à Atlantic City. Là, c'est une chanson, je crois, qui s'appelle L'appel de la mer, où ils ont tous des costumes en noir et blanc. Il y a un effet d'un coup de noir et blanc assez saisissant et vraiment joli qui accompagne bien ce numéro qui par ailleurs est assez plaisant. Donc voilà, il y a quelques images vraiment très très marquantes liées, je trouve, en particulier à la scénographie et aux costumes. Parce que, par ailleurs, moi je trouve que quand même, le point faible qui est difficile à ne pas mentionner, même si par ailleurs j'ai bien aimé le spectacle, c'est le livret. Bon, ça reste quand même assez désuet, cette histoire. Il y a des tropes qui sont quand même assez datées, notamment ce côté de « Ah là là, les femmes sont dépensières ». Bon, moi, de toute façon, par ailleurs, je suis très hermétique à tout ce qui est théâtre de boulevard, quiproquo, marivaudage. Donc voilà, cet aspect-là m'a quand même déplu, même si par ailleurs, c'est une très belle œuvre et que les interprètes sont formidables. D'ailleurs, le trope « les femmes sont dépensières », on avait rigolé avec Anna parce qu'on l'avait vu aussi quelques jours ou semaines, je sais plus tard, dans Top Hat. Enfin, vraiment, voilà, le truc très marqué des comédies musicales de cette époque. Mais bon, donc voilà, on va dire un livret daté, même si il y a, heureusement, quelques éléments qui ont été modernisés parce que, bon, je pense qu'ils pouvaient difficilement ne pas l'être. Oui, il y a plusieurs choix qui ont été faits pour un petit peu essayer de donner une touche un peu plus contemporaine à l'intrigue, et notamment à la fin. Puisqu'en fait, à la fin, originellement, de Nono Nanette, Nanette finit par accepter la demande en mariage de Tom, hein, à la toute fin, alors qu'elle a dit non, plus tard, on verra plus tard, etc., plusieurs fois pendant la pièce. Puis finalement, tout d'un coup, en gros, il lui montre une belle bague de fiançailles, et puis elle dit oui, enfin, c'est vraiment absurde. Mais parce que quand elles disent non, elles pensent. Voilà, donc ici, qui s'est fait là, c'est toujours le truc un peu, on garde le texte originel, mais on essaie de modifier la mise en scène pour faire en sorte que ça soit plus moderne. Elle finit quand même par accepter la demande en mariage, mais finalement, lors du numéro final, elle fuit la scène, indiquant que finalement elle n'est pas encore sûre et préfère ne pas encore se marier, donc rester dans cette dynamique qu'elle avait et non pas refermer l'intrigue avec jeune femme qui décide de se marier, de se ranger, etc. C'est très pertinent, hein, parce que c'est vrai que ce revirement dans la pièce originale était de toute façon assez incompréhensible, enfin, en tout cas d'un point de vue de maintenant, avec ce personnage féminin qui se conforme à la vie rangée qu'on attend d'elle. Voilà, c'était parfaitement logique aujourd'hui qu'on n'aille pas forcément dans ce sens-là. Alors, une autre chose, mais là pour le coup je dis peut-être une bêtise, que je crois avoir remarqué, c'est dans le numéro qui s'appelle en anglais You Can Dance with Any Girl, qui est chanté par Lucille à son mari Billy. En gros, elle lui dit tu peux danser avec toutes les filles que tu veux tant que je sais qu'à la fin, le soir, tu rentreras avec moi, quoi. Donc dans ce numéro, dans cette version-là, on voit que Billy danse avec des hommes aussi. Donc j'ai eu l'impression que ça sous-entendait qu'elle lui disait qu'il pouvait aussi danser avec des garçons s'il voulait, que peut-être qu'il était bisexuel. Et d'ailleurs, il me semble que la traduction française ne précise pas any girl, mais que ça dit tu peux danser avec qui tu veux, ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit tiens, puis voilà, on voit des hommes qui dansent ensemble, voilà, ça fait une petite touche plus moderne. Et je voulais noter aussi, même si, encore une fois, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui vient de la version originale, qu'est-ce qui vient de 71, qu'est-ce qui vient de choix de mise en scène, etc. Mais j'ai trouvé que le personnage de Pauline, la domestique, est très mis en avant. C'est même elle qui va chanter les dernières notes de la pièce, et je me suis dit que ça donnait l'impression qu'on avait, comme si on avait tout regardé, toute cette histoire, de son point de vue à elle, et du coup de son point de vue distancié et ironique sur ce monde bourgeois complètement déconnecté, qui ne pense qu'à ses histoires d'amour et d'argent.
Et voilà, j'ai bien aimé la manière dont ce personnage de Pauline était mis en avant. Et voilà, encore une fois, je sais pas à quel point c'est un choix de... Enfin, j'imagine que c'est un choix de mise en scène conscient, mais est-ce que c'est déjà présent dans le texte originel? Difficile à savoir, là encore. Il me semble aussi qu'il y a pas mal, pas forcément d'adresse au spectateur, mais au moins de coups d'œil ou de, enfin, tu vois, Ouais. j'ai l'impression que dans son jeu aussi, elle crée cette connivence, effectivement, avec le public, qui est là encore, il me semble, pas totalement unique sur ce type de personnage dans ce Oui, type de théâtre. Tu vois, oui, voilà, le complètement. second rôle comique, comme tu dis, qui invite à lire l'histoire et Avec second les degré, quoi. inconsistances de ce monde, ouais. Très bien pour cette œuvre, donc qu'on a aimé, hein. Ouais, ah bah ouais, moi je trouve quand même que, comme tu l'as dit, la scénographie, les costumes, enfin visuellement, c'est quand même magnifique à voir. Enfin, il y a un Ouais. travail qui est très impressionnant et qui fait oublier effectivement le côté un peu désuet de l'intrigue. On se prend quand même au jeu aussi grâce aux comédiens. Enfin, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais je suis d'accord. Donc avant l'Athénée, ça s'était joué à l'Opéra de Reims, à Compiègne, à Tourcoing, et ça va encore se jouer si jamais vous l'avez loupé. Donc notez dans vos agendas. Le 11 décembre 2026, ça se jouera au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Donc j'imagine Charleroi en Belgique. Oui. Le 31 décembre 2026 au Théâtre de Caen. Si vous voulez passer une Saint-Sylvestre au théâtre, il faut aller à Caen. Et en mars 2027, 24, 25 et 27 mars 2027, à l'Opéra de Rennes. Donc encore finalement pas mal de dates pour cette production qui peut-être va continuer à tourner par la suite, je ne sais pas. Bah j'espère, hein, n'hésitez pas si vous êtes dans les différents coins où la pièce se joue, ça vaut vraiment le coup. Et on voit à cette tournée que le théâtre subventionné et les maisons d'opéra jouent un rôle important dans la diffusion de la comédie musicale, qui n'est pas que du gros spectacle privé. Donc voilà. Absolument, merci les opéras. À noter que ce revival français de Nono Nanette a reçu 7 nominations au trophée de la comédie musicale. Interprète féminine pour Marion Préité, meilleure recréation, ça veut dire meilleur revival, meilleure adaptation, donc pour le nouveau texte écrit par Christophe Mirambeau, meilleure mise en scène, meilleure scénographie méritée, meilleure chorégraphie, on n'a pas dit que les chorégraphies aussi sont fabuleuses dans cette version de Nono Nanette, et meilleur costume également très mérité. Alors on enregistre quelques jours avant la cérémonie, donc on ne peut pas vous dire les résultats, mais sans doute qu'ils seront, oui, c'est sûr qu'ils seront tombés d'ici à ce qu'on poste l'épisode. Petit ajout à l'épisode, nous sommes désormais le mardi 16 juin 2026, donc le lendemain de la cérémonie des trophées de la comédie musicale 2026, et malheureusement Nono Nanette n'a remporté aucun trophée. On était un peu déçus parce qu'on pense vraiment qu'il méritait, notamment pour la scénographie, les costumes. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est la Cage aux Folles qui a remporté tous ces trophées, on va dire techniques, que Nono Nanette aurait pu convoiter. Donc je pense que la Cage aux Folles a tout simplement plus été vue. Par ailleurs, c'était un très beau spectacle à plusieurs égards, mais il a plus été vu que Nono Nanette, malheureusement. Donc petite déception pour ce spectacle qu'on a vraiment bien aimé, comme vous l'avez compris. Alors, maintenant parlons des versions cinématographiques. Donc là, on est revenu en arrière. Donc là, on a parlé de toutes les versions théâtrales. Maintenant, revenons dans le temps et allons voir toutes les versions films. Il existe un film qui a été réalisé, donc vous l'avez compris, dès le début de la production de Nono Nanette, c'est un énorme succès. Donc, évidemment que les producteurs du cinéma vont s'y intéresser. Et donc, il y a un film qui est réalisé dès 1930, un film réalisé par Clarence G. Badger, avec Bernice Claire dans le rôle de Nanette. Donc ce film, moi j'étais toute contente, je voulais le regarder. C'est un film distribué par Warner. J'étais intéressée de voir un peu toutes les versions cinématographiques et leurs évolutions, sauf que on a réalisé que le film était perdu. On peut pas le voir, il n'existe pas. En tout cas pas en Alors, entier. apparemment, une copie partielle subsiste au British Film Institute, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller la consulter. Et ça c'est énervant, il y a une copie, donc il y a des bouts quand même qui existent, on peut les voir nulle part à part à aller Ouais. dans les archives du cinéma britannique. Bref. Donc ce qu'on peut écouter quand même, c'est une partie de la bande son. Donc dans cette bande son, il y a les deux tubes Tea for Two et I Want to Be Happy. Et il y a aussi d'autres chansons écrites par d'autres. Alors ça, vous allez voir que c'est un leitmotiv dans les versions cinématographiques de Nanette. On met Tea for Two et I Want to Be Happy, puis le reste, on fait ce qu'on veut, on met d'autres chansons, on enlève les chansons, enfin bref, voilà. Donc voilà, il y a très peu d'informations sur cette version de 1930.
Apparemment, certains passages étaient en Technicolor, si on en croit les critiques de l'époque, donc peut-être qu'il y avait une recherche de spectaculaire. J'aurais bien aimé voir ça, mais c'est impossible. Oui, c'est intéressant de voir aussi comment ça sera filmé parce que 1930, on est vraiment au tout Bah ouais. début du passage au parlant et à cette époque aussi où à la fois on puise vachement dans le répertoire de ce qui a marché les années précédentes parce qu'on se dit pas encore qu'il faut écrire des scénarios originels pour les films musicaux. Et aussi, ce Technicolor dès 1930. J'ai d'autres exemples en tête de films de 1929 qui effectivement vont utiliser le Technicolor à leur bichrome pour donner cette veine spectaculaire. Mais ça serait vraiment, même historiquement finalement, dans l'évolution de la comédie musicale, un objet intéressant. Ce Nono Nanette des tout débuts de la comédie musicale cinématographique. Mais on ira au British Film Institute. Peut-être un jour, on vous fera la un reportage. prochaine fois. N'oubliez pas de souscrire à notre Patreon qui n'existe pas pour subventionner notre voyage. À défaut d'avoir vu ce film de 1930, eh bien, on a pu se consoler parce qu'il y a 2 autres films, plus ou moins adaptés de Dodo Nanette, qui existent. Et le premier d'entre eux, c'est un film de 1940. Bon, ça n'est pas le meilleur d'entre eux, mais on l'a quand même regardé. C'est un film réalisé par Herbert Wilcox, qui est déjà un réalisateur expérimenté. À ce moment-là, il travaillait depuis les années 20, il a fait plein de films en Grande-Bretagne et à Hollywood. Dans le rôle de Nanette, on avait, donc on a dit son nom tout à l'heure, Anna Neagle, qui est une actrice britannique qui, après un début dans des comédies musicales sur le West End, a démarré au cinéma. Et elle n'a joué quasiment que dans des films de Herbert Wilcox, et elle s'est mariée avec lui en 1943. Elle a fait plusieurs films musicaux avec lui, comme Good Night Vienna en 1932, mais aussi juste avant et juste après Nono Nanette, elle a fait Irene en 1940 avec Ray Milland, et Sunny en 1941 avec Ray Bolger. Ça, c'est vraiment une partie de cinéma musical que je connais absolument pas, donc je n'ai pas grand chose à en dire. Je sais quelque chose à propos de Sunny, mais j'ai oublié, donc tu peux couper. Ok. Dans le rôle de l'oncle de Nanette, nous avons Richard Carlson, qui sera connu plus tard pour des films de monstres, comme par exemple L'étrange créature du lac noir de 1953. On a aussi Victor Mature, qui joue un prétendant de Nanette, et lui aussi, c'est plus tard qu'il va avoir du succès, notamment dans les années 40 et 50, il apparaîtra dans des films noirs, comme Le Carrefour de la Mort, des westerns, comme La Poursuite Infernale, ou encore des péplums, comme Samson et Dalila, ou encore La Tunique. Et dans le rôle de Pauline, on trouve Zouzou Pitts, qui jouait déjà apparemment ce rôle dans la version de 1930. Donc on l'a pas vu. Quand je l'ai vue, je me demandais d'où je la connaissais. Et en fait, je l'avais vue dans Dames, où elle joue une de ces femmes, je crois que c'est sa tante de Dick Powell, qui sont offensées justement par le caractère dénudé du spectacle Dames, pour lequel il a composé la musique. Et donc je me suis un peu intéressée à sa filmo, et elle a une filmo genre hyper impressionnante qui commence au temps du muet. Voilà, elle a joué dans un nombre incalculable de films, et j'ai vu qu'elle était la moitié du duo comique Pitts and Toad, qui était un duo comique féminin que Hal Roach, dont tu parlais tout à l'heure, avait tenté de lancer à l'époque du muet en sorte de pendant féminin de Laurel et Hardy. Il y avait Pitts and Toad, je connaissais pas du tout, mais ça a titillé ma curiosité. Ah mais moi aussi, carrément, trop intéressant. Ok, faudra découvrir. Alors, revenons à ce film Nono Nanette de 1940. Un certain nombre de modifications ont été faites, on va dire ça comme ça, par rapport à la comédie musicale originelle. Déjà, ça se déroule désormais dans l'univers du théâtre musical. Il est plus du tout éditeur de Bible. Il est producteur de théâtre. Donc, on est dans un univers backstage, mais on voit quasiment rien finalement de l'univers backstage, donc c'est hyper dommage. L'intrigue est pas mal modifiée, même si, grosso modo, les relations entre les personnages sont conservées, les événements sont plus les mêmes. Et notamment, Nanette devient la complice de son oncle et l'aide à se sortir de sa situation embarrassante, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'original. Dans l'original, elle n'est pas du tout au courant de cette histoire de fille entretenue par son oncle. Donc, on va avoir une sorte de buddy movie entre un oncle et sa nièce, ce qui sur le papier, pourquoi pas, mais ça fait pas trop sens et ça s'épuise un peu vite. Ouais, en vrai, je trouve ce prémisse un peu bizarre. Pourquoi elle voudrait aider son oncle à couvrir ses agissements un peu douteux plutôt que d'entretenir une solidarité féminine avec sa tante? Enfin, je sais pas, c'est quand même un peu chelou. C'est vrai. Par ailleurs, dans cette version, il y a un triangle amoureux, en fait, qui se rajoute. Donc elle hésite entre 2 hommes, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez inutile. Et, dernier reproche et non des moindres, la musique est vraiment réduite à la portion congrue. Il subsiste seulement 3 chansons, les plus connues,
I Want to Be Happy, Tea for Two et la chanson titre qui s'appelle donc Nono Nanette. Quel intérêt de choisir l'univers backstage si c'est pour ne pas l'exploiter? Par ailleurs, il y a vraiment quasiment pas de vrais numéros musicaux. Certains passages chantés sont assez courts et la danse est quasi absente, sauf dans un passage où Nanette rêve qu'elle danse sur scène. Ouais, c'est un numéro onirique où elle danse sur une sorte de plateau désert Oui. au milieu d'un ensemble de danseuses qui sont vêtues toutes pareilles dans des grandes tenues noires et elle a plusieurs tenues différentes au fil de plusieurs tableaux. Ça donne un aspect un peu surréaliste. Enfin, je sais pas, elle donne un peu l'impression, ces danseuses de l'ensemble, de statues, parce qu'elles font des poses. Il y a un truc un peu intéressant, je trouve, d'un point de vue esthétique. Même si le numéro est filmé pour le coup de façon assez curieuse et que voilà, en termes de danse, elle fait surtout des espèces de ensemble de poses elle aussi. Ça vole pas très haut. Non, c'est vrai que là, on reste sur sa fin en termes de numéros musicaux. À un moment, c'est peut-être blasphème, mais à un moment, je me suis dit, à la limite, si c'était pour changer complètement l'intrigue et enlever la plupart des numéros musicaux, à ce moment-là, tu coupes carrément les chansons et tu fais notre histoire, quoi. C'est vraiment très étrange, ce film. C'est pas vraiment une réussite. On est en 1940 et moi le film m'a plus fait penser à des adaptations d'opérettes du début des années 30 qu'aux comédies musicales dansées plus contemporaines, quoi. Ça m'a paru être déjà ringard pour son époque. Oui, il m'a fait penser à un film de Fred et Ginger, plutôt un film des années 30, où on aurait gardé que les quiproquos et les moments ennuyeux, pas les numéros dansés. Le fait aussi que ce soit un film en noir et blanc, en 1940, pour une comédie musicale, on s'entend bien évidemment, ça me semble un peu atypique. Je pensais par exemple à un film comme Don Argentine Way, si je dis pas de bêtises, c'est 1940 aussi, et on est chez un univers hyper flamboyant. Bon, après on a aussi l'exemple de For Me and My Gal de 42, mais je sais pas, il a un côté un peu anachronique, je suis d'accord avec toi. Oui, et outre le fait que c'est quand même assez ennuyeux, vous l'aurez compris. Ouais, bon, j'ai décroché, je vous l'avoue, je regarde en pointillé, j'ai décroché. Passons à un film meilleur, qui est le film de 1950, oui, parce que tous les 10 ans, pendant 3 décennies, ils se sont dit on va faire une nouvelle version complètement improbable et qui ressemble pas à l'original de Nono Nanette. Ce film de 1950, au moins il ment pas sur la marchandise, parce qu'il ne s'appelle pas Nono Nanette. Il s'appelle Tea for Two. Alors en français par contre il s'appelle Nono Nanette, donc c'est un peu confusant. Mais en anglais, il s'appelle Tea for Two, ce qui nous prouve que c'est pas strictement une adaptation. On va voir pourquoi. Le film est produit par la Warner et réalisé par David Butler. Oui, alors cette tendance des remakes, on peut quand même dire que dans les années 50, c'est assez important pour les comédies musicales comme pour d'autres films. Il y en a quand même beaucoup de comédies musicales dans les années 50 qui vont recycler des succès des décennies précédentes. Je pense notamment à Showboat, encore une fois, qu'on avait mentionné dans notre épisode dédié. Ou aussi, plus généralement, on a pas mal de mélos des années 30 qu'on refait dans les années 50. Donc peut-être que Nono Nanette participe aussi de cette tradition-là, comme vous savez aussi, une période de crise dans l'histoire du cinéma américain, du début de la crise, qui incite les producteurs à aller piocher une fois de plus dans les bonnes vieilles recettes. Alors, pour vous parler un peu de ce film et notamment de ce cast, alors là encore, on va retrouver beaucoup de visages familiers de la période. Que ce soit dans les stars comme dans les seconds rôles. Donc le rôle principal de Nanette est joué par Doris Day, à laquelle on avait également consacré un épisode dédié. Alors Doris Day, on le rappelle, elle commence sa carrière cinématographique en 1948 à la Warner, mais elle est alors déjà une chanteuse vraiment très très connue aux États-Unis. Elle est une star de la radio avant de devenir progressivement une star de cinéma. Donc en 1950, elle est déjà bien établie au cinéma. Son pic arrivera quelques années plus tard, mais c'est déjà un visage très très familier et très très vendeur pour un film. En fait, dès 1951, elle fait partie des 10 stars qui rapportent le plus d'argent au box-office. Donc c'est vraiment une star autour de laquelle est construit le film. Et on peut signaler aussi que donc c'est un premier film qu'elle fait avec David Butler, qu'elle retrouvera quelques années plus tard, en 1953, pour Calamity Jane, bien évidemment. Dans le rôle du love interest de l'héroïne, c'est Gordon McRae. Donc lui, il a signé un contrat à la Warner en 1947 et c'est sa deuxième comédie musicale à l'écran. À noter qu'il rejouera avec Doris Day dans On Moonlight Bay en 1951 et dans la suite de On Moonlight Bay qui s'appelle By the Light of the Silvery Moon en 1953. Qui, on vous le rappelle, est un plagiat de Meet Me in St. Louis. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé. Plus
Plus tard, il apparaîtra dans 2 adaptations de Rodgers and Hammerstein, Oklahoma en 1955 et Carousel en 1956. Gordon McRae, c'est clairement un de ces nouveaux visages de la comédie musicale des années 1950, ces stars plus jeunes que les Gene Kelly et Fred Astaire qui sont déjà là depuis quelques années, mais qui n'arriveront jamais à les détrôner. On peut également signaler dans ce film la présence de Eve Arden, dont on a déjà parlé plusieurs fois, à la fois la future principale de Grease, mais aussi elle est quoi dans CoverGirl, elle est assistante du directeur du magazine. Donc Eve Arden fait vraiment partie de ces character actresses qui sont abonnées à des rôles bien spécifiques. Ici, un rôle comique, toujours de femmes un petit peu plus âgées que la star, et caractérisées par leur ton un peu pince sans rire, un humour un peu acerbe, et elles sont souvent aussi des adjuvantes de la star, l'aidant parfois à prendre les meilleures décisions. Oui, je l'ai bien aimé dans ce film. Son petit côté cynique, ses one-liners, son visage impassible, là, elle donne vraiment de la personnalité à ce rôle, effectivement, d'adjuvante. Elle s'appelle Pauline, donc c'est vraiment une adaptation en fait du personnage de la domestique de la pièce originale, mais qui a ce même regard dont on parlait, ironique en fait sur les situations. Ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Autre comédien qui apparaît dans ce film, c'est Gene Nelson. Moi, je le connaissais à peine. C'est un excellent danseur qui a notamment un magnifique solo de claquettes sur un escalier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. On peut noter qu'il rejouera avec Doris Day dans Lullaby on Broadway en 51. Ouais, c'est un danseur qui apparaît souvent, toujours dans cet emploi de il vient faire son truc au sein d'un second rôle. Et alors quand j'ai regardé son Wikipédia, fun fact, il devient réalisateur pour la télévision dans les années 60 avec plus d'une 40aine de séries à son actif, ainsi que des téléfilms. Et je trouvais que c'était assez inhabituel comme type de reconversion pour un danseur. Enfin, c'est vrai. De réaliser massivement pour la télé, j'avais jamais trop vu ça. Dans le rôle de l'oncle, nous avons S.Z. Sackle, qui est un acteur notamment vu dans Casablanca. Comme Eve Arden, il fait partie de ces character acteurs très abonnés à des personnages très stéréotypés. Là, j'ai trouvé toujours le côté un peu gênant de son accent, génériquement, j'ai envie de te dire, d'Europe de l'Est, je sais pas trop d'où, de son anglais approximatif, je sais pas, ce type de personnage me semble un peu problématique. Ça peut arriver. Billy DeWolf va jouer le producteur qui est aussi le petit ami de Nanette au début de la pièce, puisque voilà, il y a une histoire où elle va délaisser ce petit ami un peu problématique pour quelqu'un d'autre. Il a des relations avec plein de femmes, voilà, c'est un personnage très cabotin. Apparemment, lors de ce tournage, il est devenu un ami proche de Doris Day, qui seront restés amis toute leur vie. Alors lui aussi, j'ai l'impression de l'avoir vu dans pas mal de films, mais je connaissais pas ce côté excentrique, au sens de danseur excentrique, parce que, par exemple, à un moment donné, il danse en faisant des grands mouvements de jambes. Il fait aussi une espèce de contorsion, juste genre une attraction, quoi. C'est juste un moment spectaculaire qui n'est pas musical, mais qui est là pour être humoristique. C'est un aspect que je connaissais pas trop de son répertoire, si je puis dire, de son registre. Et lui aussi, il a un accent, il me semble un peu problématique, de Latin lover. Je l'ai peut-être vu dans un film, du bon voisinage, là. Enfin, je sais pas, il me dit vraiment quelque chose, je sais plus où. Mais voilà. Il n'a pas l'air spécialement d'être d'origine, quoi que ce soit. Alors j'avoue, j'ai pas remarqué ces histoires d'accent, donc tu vois comme quoi. Peut-être j'invente des accents. Et enfin, dernière comédienne qu'on peut citer, c'est Patrice Wymore, dans le rôle de la rivale, un rôle classique des films backstage. C'est son premier rôle au cinéma, un rôle de fille bitchy, on va dire ça comme ça. Une fille bitchy, une brune surtout, plus piquante, manipulatrice, sexualisée que notre Angélique Doris. C'est ça. Mais je trouvais rigolo qu'elle était quand même talentueuse, elle est quand même figurée dans les numéros musicaux, c'est pas simplement une antagoniste qu'on relègue au second plan quand le spectacle se monte. Et je trouvais ça intéressant parce que souvent dans ce type d'opposition, celles qui sont arrivistes, elles sont aussi sans talent. Ici, c'est pas le cas. C'est vrai. Pour ce qui concerne le scénario, j'avais noté que je trouvais le début assez amusant, puisqu'on a des adolescents de 1950, au début, qui vont se moquer des habits, de la musique, des comportements, etc., de l'époque de leurs parents. Donc l'époque, en fait, des années 20. Et à ce moment-là, donc ils sont en train de se moquer, leur grand-oncle arrive,
et leur raconte cette période. Et donc on a un flashback en 1929. Donc là, ça se passe pas en 1925 comme Nono Nanette, ça se passe en 1929, donc vraiment au moment du krach boursier. Je trouvais ça intéressant. J'ai rarement vu des films de cette période, là, des années 50, qui vont se replonger de cette manière-là, même si, bon, c'est pas non plus d'une profondeur extrême, mais dans l'époque de la crise économique. Alors moi déjà j'ai mis littéralement tout le film à comprendre qu'il s'agissait d'un flashback parce que je pense que j'ai dû louper le moment où l'oncle arrive et donc au début j'étais vraiment très très perturbée sur à quelle époque c'est censé se dérouler. Notamment avec cette jeune femme déguisée en enfant, donc c'est aussi le truc un peu étrange, qui porte un espèce de petit chapeau avec une hélice sur la tête. Alors pour le coup, moi c'est une tenue qui est très très datée pour le coup des enfants, mais même pour moi du début du siècle, qui se moque des tenues des années 20 en disant qu'elles sont trop anciennes. J'étais perdue dans la chronologie des événements. Attends, je cherche casquette à hélice. Est-ce que c'est un nom, date ouais? J'ai mis casquette à hélice, mais du coup, ça me propose d'acheter des casquettes à hélice, que je ne vais pas faire, désolé Google. Si on s'achetait des casquettes à hélice. La célèbre casquette à hélice. Inventée et commercialisée pendant la folie des biens de consommation après la Seconde Guerre mondiale, me dit... donc en fait, Google. non, c'est plutôt adapté pour un ado des années 50. Je trouvais que ça faisait insolite comme tenue, et je me suis dit, c'est peut-être aussi une façon de dater le truc, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, avec le temps, ça paraît. En fait, ça a été inventé par un écrivain. En fait, c'est un faux truc, la casquette à hélice. Fred Elson aurait inventé le bonnet à hélice pour s'amuser avec des amis dans le cadre d'un costume d'astronaute. Il l'a ensuite intégré à ses dessins humoristiques. Oui, donc c'est une façon dont on représentait les enfants, en fait. C'est ça. Un peu geek, apparemment, et c'est un symbole de la culture geek, il paraît. 5 lieux où porter l'emblématique casquette à hélice. Mais en fait, ça a été d'abord inventé par un artiste, puis ensuite peut-être commercialisé, mais quand même d'abord inventé comme un... c'est pas un vrai truc de mode, quoi. Un truc de représentation, ouais. Apparemment, 5 événements où porter la casquette à hélice. Fête d'anniversaire pour enfants, soirée à thème rétro ou années 90. Alors là, je pense que ce site est totalement encore plus confus que moi sur les périodes. Fête foraine ou marathon ou événement sportif déguisé. Donc voilà, si vous vous demandiez en quelle occasion porter votre casquette à hélice, All That Jazz, le podcast de la mode et de la fête, est là pour vous aider. On est parti complètement ailleurs, mais c'était intéressant. On apprend des choses. Dites-nous si vous avez déjà, ne serait-ce que vu une casquette à hélice, parce que moi, à part dans des films ou dans des dessins animés, j'en ai jamais vu en vrai. Donc, repartons sur l'intrigue de ce film de 1950. L'oncle, qui s'appelle en l'occurrence Max, ils n'ont pas donné le même nom que dans la pièce, est ruiné par la crise, donc c'est un producteur de théâtre. Or, sa nièce, dont il a la tutelle, ça c'est comme dans la pièce, elle est chanteuse et danseuse. Et elle veut investir de l'argent dans un show dont elle sera la star. Mais son oncle n'ose pas lui avouer qu'ils n'ont plus d'argent. Et il promet de tout financer, mais il lui donne une condition, ça c'est quand même complètement absurde. D'accord, mais si tu arrives à ne pas dire oui pendant 24 heures. Ok. Du coup, il suppose qu'elle va pas y arriver, parce qu'elle doit souvent dire oui. Et du coup, il pense que ça marchera pas, et que du coup, il pourra s'en sortir comme ça. Et donc, Nanette, donc jouée par Doris Day, va répondre non à tout ce qu'on lui demande pendant 24 heures, ce qui crée un certain nombre de situations gênantes. Et du coup, c'est rigolo, parce qu'au début, ça s'appelait Nono Nanette, parce qu'on disait à Nanette, no, on lui interdisait tout. Et là, ça devient presque le nom de Nanette, genre, tu sais, en anglais, genre Nono Nanette, parce que c'est Nanette qui dit Nono. Oui, c'est vrai, c'est complètement renversé le truc, ouais. Mais bon, fallait bien aussi justifier, évidemment, l'emploi de la chanson. Et je me suis aussi dit que cette thématique du producteur affecté par la crise, pour le coup, c'était pas mal abordé dans les comédies musicales des années 30. Oui, mais justement, dans les années 30, c'est ça oui, qui m'a... Bah, complètement, Gold Diggers, c'est ça, enfin... C'est aussi un moyen, finalement, de justifier assez facilement cette histoire d'argent, je pense, tout simplement. Enfin, tu vois, que ce soit 1929 et pas 1925. Oui, absolument. Alors donc, outre ce principe de comédie un peu bébête, là, cette histoire de il faut pas dire oui, etc., on est principalement sur un film backstage, donc on voit des répétitions, des bouts de spectacle, etc. Tous les numéros sont backstage. Tous les numéros sont des numéros que chantent les personnages parce qu'ils doivent chanter, parce qu'ils sont en train de répéter, etc., etc. Donc, on est vraiment loin de la comédie musicale intégrée de la MGM où les numéros font partie d'histoires, etc. C'est quand même pas le même univers de comédie musicale. Donc, backstage, le monde du spectacle a des difficultés qui sont liées donc à la crise économique globale, comme on l'a dit.
Il y a des trucs improbables comme le fait qu'elle Nanette, en fait, elle achète le premier rôle, elle paye pour être le premier rôle dans la pièce. Je trouvais ça quand même un peu drôle. Mais je trouve justement que c'est assez bien traité. Parce que on insiste sur le fait que c'est pas juste pour son argent qu'elle a le premier rôle. Quoique j'avoue que ma première réaction quand Billy the Wolf, là, donc Larry, le producteur un peu creepy, il hésite à lui donner le rôle alors qu'elle vient de lâcher 25 000 balles dans sa comédie musicale, je suis en mode, mais non mais t'es sérieux quoi. Mais quand même, après, il y a tout un truc sur le fait que, en prenant ce premier rôle, elle le pique, entre guillemets, plus ou moins, à la brune, là, dont il était question tout à l'heure, qui se figurait que c'était elle qui allait avoir le premier rôle. Et Doris Day, comme elle est vraiment très très sympathique, elle est vachement embêtée de ça. Plusieurs fois, elle dit, non, mais si ça crée un problème pour le spectacle, je peux me désister. Donc, voilà, on comprend que c'est avant tout un trooper, notre petite Doris, qu'elle est là pour le bien du spectacle, et que si c'est la star, c'est simplement qu'elle met au service de tous son incroyable talent, la bonne définition de la star, quoi. Absolument. Alors dans le genre trope, on va dire très classique du backstage, il y a le fait bien sûr qu'elle va tomber amoureuse du compositeur pianiste joué par Gordon McRae, le fait qu'évidemment ça se termine aussi par le triomphe du spectacle qui a été monté par les personnages. On a le plaisir de retrouver tous les clichés habituels de ce genre de la comédie musicale backstage. À noter que, à la fin, on reboucle sur le début. Donc on revient en 1950, on retourne au présent, puisque le flashback est terminé. Et on retrouve nos deux héros vieillis, avec Doris Day en noir et Gordon McRae qui a des lunettes, qui donc suffit alors à faire prendre apparemment 20 ans, quoi. C'est facile de les vieillir. Et donc on voit qu'ils ont eu des enfants, et je me demande s'ils font pas une mini-reprise de T for Two. Si, parce qu'il y a, oui, je voudrais juste mentionner ce passage quand même extrêmement creepy de la chanson. Je suis d'accord. On va voir des enfants, a girl for you and a boy for me, donc une fille pour le père et un fils pour la mère. Oui, mais ça dépend des versions, parce que des fois c'est la mère qui dit qu'une fille pour moi, hein, mais dans celle-là, je trouve que c'est encore plus creepy. Dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, c'est n'importe quoi de dire qu'un enfant est pour l'un ou l'autre, mais dans la version où la fille est pour le père, c'est très creepy. Et je pense qu'il l'aurait dit parce qu'évidemment, du coup, il regarde et on se dit, oui, ils ont eu un garçon et une fille. Oui, exactement. Comme dans la chanson. On est d'accord, on s'est fait la même réflexion. Chaque fois que j'entends cette chanson, je me dis, mais c'est trop étrange. Que serait une comédie musicale si elle n'avait pas son ou ses moments cringe, de toute façon. Absolument. Donc à part ça, j'ai bizarrement trouvé qu'il y avait quelques trucs assez intéressants du point de vue de la représentation des rapports de genre. Ou alors c'est vraiment moi qui cherche les trucs à sauver, il y a toujours cette lecture. Par exemple, le moment où Doris Day dit qu'elle est une femme riche qui vient à la rescousse du compositeur, sans le sou, elle plaisante et elle assume finalement sa position de pouvoir. C'est au tout début du film, elle fait une petite vanne sur ça et je trouvais que c'était assez rafraîchissant. Ou encore le fait que le personnage de Billy the Wolf soit quand même clairement montré comme lourdingue et problématique. Enfin, oui. Il fait des avances qui sont montrées comme déplacées. Bon, il y a toujours ce truc... oui, parce que quand même, à aucun moment, on ne croit au fait qu'elle était avec lui avant ou qu'elle ait pu éprouver le moindre sentiment pour lui, parce qu'il est juste complètement repoussant, creepy, voilà. Et donc, on voit que Doris, elle est vraiment visiblement agacée, elle le tient à distance. Je me dis, ce qui est dommage, c'est qu'elle l'envoie pas plus comiquement boulé, en fait, pour vraiment bien appuyer sur le fait que ça n'est pas un comportement acceptable. Tu vois, on est toujours à la limite, je trouve, de ça. Son insistance est montrée comme lourdingue et déplacée, mais pas totalement condamnée, quoi. Toujours séduction, harcèlement. Et alors, il y a une blague, à un moment donné. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la blague, mais il me semble que c'est le personnage de Pauline qui en parle avec le personnage de Doris Day, mais je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, il y a un personnage féminin qui dit « Ah oui, j'ai déjà dit oui dans mon sommeil, est-ce que on n'a pas toutes déjà fait ça ?» Et j'étais en mode « Mais est-ce que j'ai bien compris ce que ça veut dire ?» Enfin, je sais pas, ça m'a fait sursauter comme réplique. J'ai l'impression qu'en filigrane, ça évoque la question du consentement. Mais je ne sais pas, peut-être que je comprends des choses qui ne sont pas là, mais voilà. En tout cas, c'est des petites allusions qui m'ont un peu surprise pour ce film de 1950. Alors, concernant la musique, là encore, ce film ne conserve que 3 chansons de la pièce originale.
Évidemment, c'est Tea for Two, I Want to Be Happy et la chanson titre Nono Nanette. D'ailleurs, il y a une blague récurrente sur le fait que Tea for Two, c'est pas un titre terrible, Larry il veut tout le temps le supprimer du spectacle, mais finalement on l'intègre quand même, alors que c'est un tube. Donc pour coller à l'intrigue, on va rajouter au film d'autres chansons finalement, des années 20, par exemple Crazy Rhythm de Joseph Mayer et Irving César, une chanson de 1928, Do Do Do, une chanson des frères Gershwin de 1926. Ouais, il y a Oh Me, Oh My, qui est une chanson écrite par Vincent Youmans avec des paroles de Ira Gershwin en 1921, qui était le premier succès de Vincent Youmans. Également Here in My Arms, une chanson de Rodgers and Hart de 1925. Et également I Only Have Eyes for You, un classique qui est créé pour le film Dames de 1934, qui est donc là pour le coup légèrement anachronique par rapport à la période. En tout cas, toutes ces chansons sont issues de comédies musicales existantes, pour beaucoup totalement oubliées aujourd'hui. Comme on le sait, les comédies musicales des années 20-30 ont donné des classiques de la chanson américaine, mais en tant que comédies musicales, sont souvent complètement oubliées. Alors, l'intrigue s'étire inutilement, les scènes de comédie sont un peu lassantes, j'avoue que j'ai passé un peu le film à attendre qu'il y ait un nouveau numéro musical. Ouais, moi j'avoue que j'ai un petit peu décroché sur la dernière demi-heure pour le coup. Mais malgré tout, c'est globalement pas désagréable. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. L'ambiance backstage est plutôt amusante. Doris Day et Gordon McRae, ils chantent hyper bien ensemble. C'est vraiment charmant, leur duo. Et les scènes dansées sont très plaisantes. Alors, le numéro tropical, je sais pas trop comment le dire autrement. En début de film, c'est le numéro où Gene Nielsen, il est tout en blanc. Il m'a semblé assez étonnant par son côté un peu dénudé, flamboyant. Ça m'a fait penser à un musical Fox. Ça m'a notamment fait penser en réalité à Heatwave, tu sais, avec Marilyn Monroe dans There's No Business Like Show Business. Voilà, finalement, on est sur une esthétique assez différente de ce qu'on connaît de cette époque-là, mais je pense aussi que c'est tout simplement que la sophistication de la MGM a beaucoup façonné notre regard, en fait, sur les comédies musicales de l'âge d'or, mais là, encore une fois, la diversité des productions de cette époque-là est bien plus grande que simplement la patte MGM. Oui, on a un énorme biais MGM, ce qui est normal parce que c'est les plus grands films et voilà, mais c'est pour ça qu'on est parfois étonné quand on découvre des films de la même période, pas produits dans le même studio, pas avec les mêmes stars, etc. et que ça fait une impression étrange. Mais en parlant de stars, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit que Doris Day est une très bonne danseuse. C'est la première fois que je la voyais danser, je pense. Oui, c'est en fait la première des choses que je voulais dire sur le film, c'est que ça danse de façon peu commune pour un film avec Doris Day. C'est à ma connaissance le seul où elle danse autant. Elle danse dans d'autres films, mais moi, là vraiment, elle a plusieurs numéros. Elle a notamment un numéro de claquettes, ce qui est assez étonnant là aussi. Mais en fait, à la base, je rappelle que Doris Day, en fait, était danseuse. Elle avait vraiment commencé une carrière de danseuse professionnelle. Mais à 16 ans, elle a eu un accident qui l'a alité pendant 1 an et un peu forcée à se reconvertir, entre guillemets, dans la chanson. Alors quand on connaît la voix qu'elle a, c'est plutôt un signe qu'elle est une triple threat absolument incroyable, quoi. Carrément, hyper forte à toutes les disciplines. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cet aspect dansé de la comédie musicale Nono Nanette, ça a été vachement mis en avant sur le matériel promotionnel relatif au film. Moi, j'avais un petit peu exploré ça quand j'avais fait des recherches en archives sur Doris Day. Mais si on regarde les press books du film, donc les éléments promotionnels en fait mis à destination des exploitants pour qu'ils fassent la promo du film dans leur salle, on a à la fois des grandes photos, voire même peut-être des découpes. J'ai pas réussi à voir sur le dépliant si c'était real size ou simplement de grandes photos de Gene et Miriam Nelson qui dansent la danse de Tea for Two, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'ils avaient inventé une danse pour le film qu'ils cherchaient à promouvoir en tant que danse que les Américains danseraient, tu sais, ce fameux truc de synergie entre la danse qui est faite dans le film et les pratiques amateurs des spectateurs. Donc voilà, on a tout un tas de panneaux qui détaillaient les mouvements de la danse pour apprendre à la reproduire chez vous. Et aussi un partenariat avec les studios de danse de Fred Astaire, donc les Fred Astaire Dance Studios, cette grande franchise d'écoles de danse en fait à travers toute l'Amérique, qui était incité donc à faire des partenariats avec les salles, pour que des profs de danse viennent faire la démo de la danse dans les salles.
Alors c'est toujours le problème, on sait jamais si ces campagnes ont vraiment eu lieu dans les salles, mais en tout cas c'était une intention des studios de vraiment mettre en avant les aspects dansés de la comédie musicale. Apparemment ils ont aussi, mais j'ai pas bien compris comment, essayé de mettre en avant le thé, avec le bureau du thé, qui je pense est vraiment le bureau de l'importation de thé aux États-Unis. Vous voyez le Tea Bureau, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Mais je pense que c'est vraiment le bureau chargé de la commercialisation et de la promotion du thé aux États-Unis. Mais j'ai pas bien compris, pour le coup, la mécanique professionnelle. Est-ce qu'on vous offre un thé pendant que vous regardez le film? Je ne sais pas. Mais bon, ça nous éloigne un peu de la danse, mais la danse était un des arguments promotionnels du film, outre le thé. Les marketeurs avaient déjà des idées incroyables dans les années 60, oui, faut pas croire. Hein. Eh bien, on arrive au bout de cette longue histoire de la comédie musicale Nono Nanette et de ses nombreuses versions scéniques et cinématographiques. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On vous encourage à nous dire si vous connaissez cette comédie musicale, si vous avez vu différentes versions, notamment la version récente des Frivolités parisiennes. Voilà, n'hésitez pas, les petits commentaires, les petites étoiles sur Apple Podcast, toutes les choses habituelles que demandent les podcasteurs et podcasteuses à la fin de leurs épisodes. On vous encourage à le faire. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!